Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur le 28 TV pour cette émission qui est un débat au sujet des élections européennes qui vont avoir lieu le 25 mai prochain. Une élection qui peine à susciter l'intérêt en France, mais aussi partout en Europe, car seulement 35% des Européens comptent se déplacer dans les urnes le 25 mai prochain, d'après les sondages qu'on a entendus sur la presse nationale. Alors, mes invités sont candidats à l'élection, tête de liste ou colistier. Nous ferons ensemble un état des lieux de l'Europe, discuterons des projets des différents candidats qui se présenteront à l'élection. Bonjour à tous. Alors, j'ai la chance de recevoir Monsieur Courfortune. Bonjour. Bonjour, Monsieur Jean-Pierre Audy. Bonjour Emmanuel Sénéchal. Benoît Faucheux, vous représenterez Europe Écologie. Bonjour. Monsieur Florent Maillot. Montillot, pardon. Bonjour. Montillot, je suis mal relu. Bernard Monod. Monsieur Sénéchal. Et Karine Gloanec. Morin. Merci d'avoir accepté l'invitation, sachant que je vous ai appelé très tardivement. Je m'en excuse. Alors, je le disais en préambule, l'élection peine à susciter l'intérêt des Français. Pourquoi, selon vous? Je commence avec vous, vous êtes la seule femme autour de la table. C'est vrai que la parité n'est pas respectée cet après-midi autour de la table. Je vous remercie d'avoir organisé un débat qui nous permet de nous rencontrer, nous les colistiers, et de susciter, c'est vrai, l'intérêt des spectateurs qui vont regarder votre chaîne. Ce qu'il peut être indiqué, c'est que le désamour qui existe entre les citoyens et l'Union européenne, je crois qu'il est dû au fait que l'organisation européenne s'est éloignée, c'est vrai, des préoccupations des citoyens. Et ce que nous souhaitons, nous, c'est faire passer un message de confiance pour que les citoyens reprennent confiance dans ce magnifique projet européen. Alors, la seule tête de liste présente sur notre région, Massif Central Centre, connue des Français et des personnes de la région, c'est Monsieur Brice Hortefeux. Est-ce que ça va être un peu plus simple pour vous dans le cadre de ces élections? Vous savez, je crois que dans toute l'Union européenne, on l'a vu en Croatie, lorsqu'ils ont désigné leurs parlementaires, les députés européens croates ont été élus avec 20% de taux de participation. Donc on voit bien qu'il y a un souci de la participation et que, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, l'UMP, nous avons deux adversaires principaux, ce sont les formations politiques anti-européennes et l'abstention. Et donc l'ensemble des débats qui pourront concourir à attirer l'attention de nos concitoyens sur ce scrutin sont extrêmement utiles. Est-ce que c'est le FN qui va bénéficier de ce manque d'intérêt pour ces élections? C'est très probable, puisque les sondages nous donnent en tête, mais ce que je constate autour de cette table, c'est que le désintérêt est réel, puisque la plupart des têtes de liste, à l'exception de M. Courfortune, sont absents. Donc c'est qu'effectivement l'UMP, le PS, le MoDem, les Verts ne font pas course dans cette campagne. Il faut dire que j'ai ma part de responsabilité, parce que je vous l'ai dit, j'ai prévenu un petit c'est peu... Si je peux me permettre, le tête de liste PS est sur notre région aujourd'hui. Il est actuellement à Châteauroux et la journée est organisée de longue date. Et si on avait été prévenu plus tôt, sans doute, il serait à vos côtés, monsieur. Ouais, le 28 a sa part de responsabilité. Pour de bonnes raisons. UDI, DLR, est-ce que vous n'êtes pas sur le même terrain sur ces élections? Alors moi, je vais répondre d'abord sur cette question de désamour qui me paraît une question fondamentale. Il y a deux responsables. D'abord, les médias, et je n'attaque pas en ce sens 28 TV, puisque c'est au contraire une chaîne qui promeut ce débat démocratique, et je vous en félicite. Enfin, globalement, sur le plan national, voir nos chaînes de télévision aussi absentes sur ce débat européen, ou vraiment à quelques jours seulement de l'élection, c'est consternant. La deuxième part de responsabilité, je rappelle d'ailleurs que la France est le seul pays en Europe à ne pas avoir la chaîne Euronews en système open sur la TNT, alors que tous les autres pays européens ont la chaîne Euronews qui au moins donne des informations européennes. La deuxième raison, il ne faut pas s'en cacher, c'est aussi une responsabilité des politiques, et nous en sommes tous. Parce que, à force d'expliquer à chaque fois qu'il se passe
un problème, qu'il y a un problème dans notre pays, d'expliquer la responsabilité ou d'en faire porter la responsabilité sur l'Europe, bah évidemment, ça explique le désamour des Français. Alors qu'en réalité, c'est la lâcheté de nos politiques français notamment, leur responsabilité, que ce soit sur les problèmes de déficit public, que ce soit sur les problématiques de... Mais voilà, mais c'est une réalité. Et qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on explique que c'est bien sûr la faute à Bruxelles, la faute à l'Europe, ce qui est exactement l'inverse. On va reparler justement, on va parler de la santé de l'Europe. Je vous ai pas encore donné la parole. Sur justement ce désamour des Français pour la politique en général, parce qu'il faut quand même rappeler que nous avons eu également un fort taux d'abstention au municipal, et que c'était quand même la première fois que ça s'est passé. Alors moi, je vois une raison majeure à cela. C'est-à-dire que cela fait 30 ans que la France, par les traités successifs, a fait des transferts de souveraineté à Bruxelles. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, depuis 30 ans, nous avons une alternative entre, je dirais, les deux grandes formations politiques majeures de ce pays, que sont l'UMP et le PS, et que ces deux formations, à la marge, font à peu près la même politique. Donc, si vous voulez, les Français se rendent compte, in fine, qu'on a perdu. On ne fait plus les lois, on ne maîtrise plus notre budget, on n'a plus de frontières. Voilà. Donc, si vous voulez, après il ne faut pas s'intéresser. Les Français, ils sont là, ils se constatent, ils disent je vote, que j'aille voter ou pas, de toute façon, c'est exactement la même chose. Donc, pourquoi est-ce que ça va faire la bonne faveur des nouveaux partis? Et en tout cas, nous proposons une solution pour construire cette Europe différemment. Après, c'est aux Français de juger. Nous sommes en démocratie. Et donc, ça sera à eux de voir si notre projet leur convient. Moi, ce que je remarque, c'est que ce désamour vient en grande partie de là. UMP, PS, vous êtes responsable de ce désamour sur ces élections? Tout le monde porte une responsabilité sur le fait que les citoyens... FN n'a pas été au pouvoir, de la République... Se sont éloignés. Les écologistes, c'est une expérience du pouvoir différente. Vas-y, Karine. Oui, mais je pense qu'il faut réellement que tous nous portions une responsabilité sur ce constat qu'on fait vis-à-vis de nos concitoyens. Mais je relève vraiment ce que vient d'indiquer Monsieur Courfortune, parce que je voudrais indiquer que la parole est très facile de parler, d'indiquer de manière très directe, et c'est vraiment, je crois, une réduction de la pensée que de dire vous ne maîtrisez plus vos lois, vous ne maîtrisez plus votre budget. Vous connaissez le budget européen qui représente 1% du PIB moyen européen. C'est-à-dire que c'est un petit budget qui est là pour faire levier sur les économies de nos États. Madame, je ne parlais pas du budget européen, je parlais du budget national. Si vous me permettez, moi je voudrais apporter le point de vue des écologistes dans ce débat. C'est la confusion que vous faites. Vous nous avez posé une première question qui est pourquoi les citoyens se désintéressent des élections européennes. Effectivement, aujourd'hui, on est à 37% d'intention de vote, peut-être 38%. Bon, c'est assez catastrophique. C'est un petit peu moins qu'il y a 5 ans, mais pas beaucoup moins. On était à 40%. Voilà, c'est ça. Donc à 3 points près, c'est pas ça qui est important. On a effectivement des difficultés à installer les élections européennes dans le paysage politique français. Ça, c'est très clair. Pour nous, écologistes, il est évident. Nous pensons que c'est le bon niveau pour intervenir aujourd'hui et que si on veut régler les problèmes du monde, si on veut peser sur la mondialisation, si on veut construire une Europe plus sociale, c'est plus de règles européennes dont on a besoin. Et c'est en intéressant les citoyens à l'élection européenne qu'on peut y arriver. Et c'est pas ce que font effectivement les dirigeants nationaux quand ils reviennent de Bruxelles en disant c'est la faute de Bruxelles. Bon, on n'est plus au gouvernement depuis quelques semaines. Il faut assumer, monsieur. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand on a des dirigeants nationaux qui reviennent de Bruxelles en disant c'est la faute de Bruxelles, alors qu'ils ont voté de telle ou telle façon et qu'on ne le sait pas, ça n'aide pas les citoyens à s'intéresser à la question européenne. 50 ans après, est-ce que l'Europe fait encore rêver? Vous a jamais fait rêver cette Europe? Nous sommes euro-réalistes. En fait, ça fait... Euro-réaliste ou eurosceptique? Euro-réaliste, plus qu'euro-sceptique. Euro-réaliste. Nous voyons la dégradation de la France, la ruine de la France. Depuis 30 ans, effectivement, M. Courfortune l'a déjà énoncé. Dépossession du franc, dépossession de la finance publique, dépossession très récente depuis quelques semaines du contrôle des banques françaises. Les 5 grandes banques françaises sont contrôlées aujourd'hui par la BCE. Pourquoi? Parce qu'elles sont en phase de défaillance et la situation où on est aujourd'hui, c'est la ruine. 2000 milliards d'euros de dette. C'est pas l'Europe qui a fait la dette de la France, c'est la France qui a fait la dette de la France. Ce sont les politiques français qui ont fait, le déficit de la France. C'est pas le sauvetage de l'euro,
vous savez combien il a coûté aux Français depuis 2010? 70 milliards d'euros déjà décaissés. Non, La ça, France, c'est un chiffre qui la sort France, du nulle part. Issu de C'est ça, mensonges sont moi, déclarants. j'ai des Un études- chiffre nous avons qui des études très ne précises correspond à et rien. nous avons des dizaines d'économistes sérieux qui le prouvent exactement. Plus 500 milliards de caution financière pour soutenir et sauver l'euro monnaie unique. Voilà la réalité. Et ça, vous avez cautionné l'avenir de la L'UMP, alors vous France. aussi, vous Et avez, c'est inscrit dans les 2000 milliards d'euros de dette. vous avez été au pouvoir pendant 5 ans, vous avez votre part de responsabilité. Et le gouvernement, la France, qui est très mal gouverné aujourd'hui, qui fait partie des... Plus qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy, Ça va évidemment. de soi. Je voudrais revenir sur un point, sur l'UMPS. Sur l'UMPS, nous verrons au cours de cette campagne et de ce débat, si nous avons le temps, des divergences considérables avec les socialistes sur l'immigration, sur la dépense publique. Nous n'avons pas du tout les mêmes Vous avez voté options Schengen. politiques. Donc sur l'immigration, vous avez voté Schengen. Donc ne venez pas dire maintenant que vous ne faites pas la même politique. Vous avez voté tous les traités. Vous avez voté tous les traités. Lorsque M. Voilà, Schulz- tous ont reconnu le tous- référendum. Laissez terminer, laissez répondre, vous avez Nous voté avons Schengen. voté Schengen, qui est une bonne disposition. Non. Et nous proposons d'exclure les États membres qui sont mal gouvernés, qui ne surveillent pas leurs frontières extérieures. Je prends les propositions de M. Schulz, l'actuel président du Parlement, candidat socialiste à la présidence de la Commission européenne, qui propose un droit à l'immigration. Est-ce que chacun se rend compte de l'appel d'air inouï et insensé que cette proposition va provoquer? Nous Monsieur sommes en Hollande, désaccord. candidat, alors le droit d'asile, il vous affecte faites- 200 000 personnes par an. Par Je naturalisation. voudrais revenir sur la Peut-être, dette. Laissez Pacte terminer, européen, s'il vous plaît. qui a Excusez-moi. fait partie de la présidence exceptionnelle de Nicolas Sarkozy. Oui, deuxième ça c'est mandat 2008. exceptionnel Et il a fait une de très ruine bonne de la France, présidence. effectivement. Et quant à l'immigration, nous la contrôlerons par le pied européen et par... Alors, sur l'immigration, on y reviendra pour faire. Alors, Je voudrais non, mais ajouter Ah, quelque chose si sur vous la voulez, pour dette, un petit s'il peu, vous parce plaît. qu'il y a, S'il vous plaît, sur la dette. on va y revenir sur la dette. peut-être je peux Parce répondre qu'on est quand même vraiment sur le l'immigration, désamour. monsieur. Oui, ah oui, d'accord. L'immigration, Sur les on va y désamours, revenir mais aussi. j'y reviendrai. On va revenir d'accord. sur le désamour des Français sur ces élections. Désamour, désintéressement. Certains parlent de sortir de l'Europe. Alors, vous en tête, la question, quel danger si la France sort de l'Europe? Allez, pour un peu vous entendre, on l'a pas beaucoup entendu. s'il vous plaît. Merci. Je crois qu'effectivement c'est un grand danger. Moi je voudrais que pour les téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'on puisse dire les choses très clairement. Moi j'ai 3 enfants. On a le monde. Il y a ceux qui veulent, vous savez, démondialiser avec leur clé à molette. Ils ne savent pas qu'il y a la Chine, ils ne savent pas qu'il y a l'Inde, ils ne savent pas qu'il y a la Russie, ils ne savent pas qu'il y a les États-Unis, ils ne savent pas qu'il y a le monde autour de nous. On vit dans un monde, dans un espace aujourd'hui économique, avec des marchés qui sont extrêmement concurrentiels. Moi, je ne veux pas que mes enfants, ou les enfants de ceux qui nous regardent aujourd'hui, vivent l'effondrement et le déclin de la France demain, parce que précisément, on n'aura pas réussi à les protéger. Ce qui nous protégera par rapport au monde, ce qui nous permettra de nous défendre, y compris de défendre nos produits européens. C'est une construction européenne. Aujourd'hui, on ne souffre pas de pas assez d'Europe. On ne souffre pas de trop d'Europe. On ne souffre pas. Je ne vous ai pas interrompu. On souffre de pas assez d'Europe. On souffre d'une absence d'industrie européenne. On souffre d'une absence d'indépendance. Justement, il faut une industrie européenne avec L'Europe se fait concurrence à elle-même quand on parle des plombiers polonais. Justement, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'Europe en termes de gouvernance et en termes d'ambition. Écoutez, Si je peux terminer, en termes de construction industrielle, est-ce qu'il y a aujourd'hui une politique industrielle commune? Non. Est-ce qu'il y a une politique énergétique commune? Non. Aujourd'hui, nous sommes face aux Russes en Ukraine avec ce débat sur on va vous couper le gaz en Ukraine, on va vous couper le gaz en Europe. Et nous, on est là en train de se regarder le nombril les uns les autres. Non, si on est patriote français, on doit défendre l'Europe. La France est ma patrie, l'Europe est ma nation, et le monde est ma nation. Monsieur Faucheux, s'il vous plaît. Mais bien sûr, avec plaisir. Je reviens avec vous juste après. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il ne faut pas nous enfermer. Moi, je me sens... D'abord, sortir de l'Europe, ça ne veut rien dire. La France est dans l'Europe. Elle est dans le continent européen. Donc, ce que je veux dire... Alors, mais est-ce que l'Union européenne, telle qu'elle est aujourd'hui, est-elle la solution? On peut très bien construire l'Europe différemment. Je suis désolé. Mais oui, mais non, parce que vous dites... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. À chaque élection, vous nous refaites le même coup. On va changer les choses, ne vous inquiétez pas, on va changer les choses. Vous vous retrouvez élu, vous arrivez là-bas à Bruxelles, et à 95%, vous votez tous les textes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne, il faut bien dire à nos téléspectateurs ce qui est derrière. C'est le néolibéralisme
intégrale, c'est-à-dire c'est la puissance des marchés, c'est la puissance des lobbies, c'est la puissance de la finance. Donc aujourd'hui, ce que les Français ont enfin compris, et les Européens, c'est que cette Europe n'est pas une Europe politique. Et de toute façon, pour la construire, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Aujourd'hui, le peuple européen n'existe pas. Vous avez un peuple français, un peuple allemand, un peuple italien, mais vous n'avez pas de peuple européen. S'il n'existe pas encore. Je peux me permettre, les interventions sont extrêmement intéressantes parce que vous voyez que les socialistes pourraient être d'accord avec l'UDI quand l'UDI parle bien sûr de la place de l'Europe dans le monde. Nicolas Sarkozy, dans le monde. Et c'est important de le rappeler que nous sommes bien sûr aujourd'hui dans une dimension d'État-continent et plus d'État-nation. Et la construction singulière, la construction singulière de l'Europe qui est en État-nation ne permet plus, c'est vrai, d'avoir une parole forte, une parole politique. Il faut aujourd'hui, mais je ne suis pas d'accord bien sûr quand monsieur Montijo dénonce l'Europe d'aujourd'hui, puisque je vous pose la question, Monsieur Montijo, ça fait 10 ans que l'UMP et l'UDI au sein du PPE votent régulièrement les textes qui proposent et qui avancent et qui font progresser. L'UDI existe depuis un an. Mais bon, je veux bien entendre que l'UDI existe depuis 10 ans. Monsieur Montijo, vous appartenez au PPE, vous apparteniez au PPE, et vous avez voté tous les lois qui permettent de faire progresser, je suis désolée, mais qui permettent de faire progresser, c'est vrai, cette Europe des finances, de la finance, que nous dénonçons. Alors, au Front National, car nous sommes les seuls à dénoncer l'évasion fiscale. S'il vous plaît, monsieur Confortune, on va rien comprendre. Vous allez jusqu'à plus loin, vous souhaitez revenir au franc. Tout le monde a peur. Si on est au franc, on a plus à parce que toute la classe politique fait justement peur, à l'exception de... Ils sont tous contre nous, revenir au franc, c'est pas possible. Oui, tout à fait, mais parce qu'ils sont incompétents économiquement, ils l'ont prouvé depuis 30 ans, depuis qu'ils sont au pouvoir. C'est 2000 milliards d'euros de dettes, c'est 6 millions de chômeurs, c'est des déficits intérieurs, des déficits extérieurs. C'est le résultat, leur bilan. Bien entendu, ils veulent se défausser de ce bilan-là. Oui, c'est le bilan de la France, pas de l'Europe. Oui, bien on est d'accord. Qui a dirigé la France, monsieur, depuis 30 ans? C'est l'UMP, le PS et le modem UDI, d'accord? Alors, et le vert très récemment. Donc, à partir de là, si vous voulez, nous voulons sortir de cette Europe qui détruit la nation française, le peuple français. Nous voulons sauver les intérêts vitaux des Français. Et pour ça, nous avons besoin d'outils, d'instruments. C'est la politique monétaire, la politique de change. C'est la torture romaine. Mais c'est les Maginot. C'est quoi? C'est Gamelin ou c'est de quoi? Je suis économiste. Est-ce qu'il y a d'autres économistes autour de cette table? Oui, absolument. Il ne suffit pas d'être économiste. Monsieur Confortune, on ne va pas comprendre, monsieur Confortune. Laissez-le terminer, monsieur. Je peux terminer ma phrase. Donc, il nous faut le patriotisme économique, il nous faut du protectionnisme intelligent. Oui, européen. De reconstruire. Laissez-le aller jusqu'au bout. Après, on passe à le patriotisme est au niveau national, parce que c'est une loi biologique. L'État, c'est la nation, c'est des frontières. Vous savez où Charlemagne a été terminer. À Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Terminez, monsieur Monod. Monsieur Monod, terminez, s'il vous plaît. Monsieur Monod, revenez, terminez, s'il vous plaît. Nous assumons vos dettes. Non, mais l'État biologique, ça peut rien dire, voyons. En sortant de l'euro-monnaie unique, en revenant à un nouveau franc français, en conservant l'euro-monnaie commune, parce que nous sommes d'accord sur cette phase-là, entre 1999 et 2001, l'euro-monnaie commune pour les échanges internationaux, mais le franc français, le nouveau franc français, 1 franc égale 1 euro, notamment pour rétablir le plein emploi et la prospérité en France. Europe écologique, est-ce que l'Europe... S'il vous plaît. Il a dit ce qu'il pensait. Monsieur Montijo, est-ce que l'Europe est trop grande? Est-ce qu'on doit se séparer de pays ou arrêter de s'agrandir? Je ne sais pas si je peux parler, parce que je ne suis pas économiste. Allez-y. Je suis agroéconomiste. Vous représentez Europe Écologie, vous êtes candidat à l'élection européenne. Je suis candidat, effectivement, deuxième. Vous posera la question à Bruxelles. Est-ce que l'Europe est trop grande? Aujourd'hui, moi j'aurais tendance à dire d'abord l'Europe, est-ce qu'elle est aujourd'hui? L'Europe, elle est avec ses 505 millions d'habitants, avec ses défauts, avec ses 26 millions de chômeurs, avec son quart de population qui est en dessous du seuil de pauvreté. On est effectivement dans une situation extrêmement difficile, beaucoup plus difficile que dans les années 80 et qui nous éloigne beaucoup du rêve qu'on avait, du rêve de nos grands-parents, qui était de construire une Europe de paix, de prospérité, de démocratie. C'est un rêve.
On peut se dire quand même qu'il y a eu beaucoup d'avancées, parce que la 70 prospérité, Européens, c'est un même cauchemar. si elle est Laissez-le terminer, laissez-le terminer, monsieur Fauché. Laissez-le terminer, s'il vous plaît, monsieur Fauché. Laissez parler l'agroéconomiste, on va pouvoir y arriver. Donc on s'est beaucoup éloigné du rêve des années 60, effectivement. Aujourd'hui, on a des gros problèmes sociaux qui sont arrivés, on a intégré des nouveaux pays avec des disparités de revenus qui vont de 1 à 12, donc des disparités qui sont énormes, le tout dans un grand marché. Et on a fait les 30 glorieuses, qui sont en même temps les 30 ravageuses, c'est-à-dire qu'il y a eu des impacts sur l'environnement et sur la santé qui sont quand même assez graves. On se rend compte qu'aujourd'hui, le modèle de développement sur lequel l'Europe s'est développée, ce modèle, il est à bout de souffle. On consomme trop de matières premières, on consomme trop d'énergie fossile, on rejette trop. Alors, est-ce qu'on fait avec ou est-ce qu'on se sépare de pays boulets comme la Grèce? Pour nous, la proposition n'est pas de se séparer des pays. On a accepté un avenir commun. Ça a du sens de construire un espace européen. Ça a du sens de construire un espace européen qui essaie de tirer vers le haut les pays les plus pauvres. Et c'est ça le sens d'une Europe de la solidarité. Nous, on n'est pas du tout pour rester entre pays riches. Et au contraire, on est pour une solidarité qui se construise même au plan international. Pour arriver à ça, il faut des règles européennes qui soient plus intéressantes. Il faut faire converger les politiques sociales, il faut faire converger les politiques fiscales. Mais c'est clair que la France seule, dans le monde d'aujourd'hui, face aux BRICS, face au Brésil, à la Russie, à l'Inde et à la Chine, et face aux problèmes globaux d'environnement, on est incapable alors de la faire France, la France est un pays endetté. Le président a trouvé la solution. Sur le périmètre. D'abord, sur l'économie. Vous avez pas eu beaucoup la parole, allez-y. Sur l'économie et les sottises qui ont été indiquées. Je vous invite, monsieur Sénéchal, à inviter tous les grands patrons des chefs d'entreprise qui sont les champions du monde français pour savoir quelles opinions ils auront sur ces sujets-là. Sur le périmètre, vous voyez, invitez-les pour qu'ils vous donnent leur opinion sur la sortie de l'euro, donc de l'Union européenne. Sur les frontières, nous sommes en faveur, nous sommes candidats pour 5 ans, pas pour 100 ans. Sur la durée des mandats, nous sommes en faveur de l'arrêt de toute nouvelle adhésion. J'aimerais savoir la position des socialistes et du modem de l'UDI qui propose davantage d'élargissement. Et sur la Turquie, nous sommes opposés à l'adhésion de la Turquie. J'aimerais savoir l'opinion de nos débatteurs. Alors, monsieur Audy, juste pour vous répondre, 2 minutes. Vous êtes contre l'entrée de la Turquie. Mais vous allez, si vous êtes élu, à l'UMP, vous allez rentrer au PPE et vous allez voter pour monsieur Juncker, qui lui a dit qu'il était favorable à l'entrée de la Turquie. Alors comment allez-vous faire? Ce n'est pas un mensonge, monsieur. C'est une réalité. Alors, laissez-moi répondez quand même. Et la S'il concurrence vous plaît, loyale des Turcs. Pas du tout. Monsieur Juncker est candidat à la présidence de la Commission européenne. Les chefs d'État et de gouvernement, y compris, ont engagé les négociations de cet État qui est candidat. Nous nous sommes opposés à l'adhésion. Il va conduire comme un exécutif les chapitres des négociations. Nous sommes opposés, nous, à l'adhésion. Ce sont les États membres qui décideront des adhésions. Posé en parole et en acte, vous voterez comme lui. Alors, monsieur Confortune, il a posé une question. Vous êtes opposé. J'aimerais des réponses de nos S'il vous plaît, monsieur Audy. Je parlerai quand on me donnera la parole. À quoi sert l'entrée de la Tunisie dans l'Europe? La Turquie, pardon. Il faut être très clair sur la Turquie. Ensuite, il faut être très clair. Bon, qu'est-ce que l'on considère comme le continent européen? Est-ce qu'effectivement, nous avons besoin de faire entrer la Turquie dans notre giron? Pourquoi ne pas avoir simplement de beaux accords de partenariat avec la Turquie sans l'inclure spécialement dans l'Union européenne? Je crois que ce n'est pas... On peut très bien travailler avec la Turquie sans qu'elle soit inclue dans l'Union européenne. La Turquie a quand même une vocation un petit peu plus d'être en grande partie quand même déjà dans le continent asiatique et pas faire partie vraiment de l'Europe déjà géographiquement. Alors la Grèce c'est complètement différent. La Grèce fait partie intrinsèque, c'est pas du tout la même problématique. Donc moi je crois que l'on peut très bien avoir de très beaux partenariats avec la Russie, on peut avoir de très beaux partenariats avec la Turquie, sans pour autant, à un moment, il faut bien fixer des frontières à tout ça. Je veux dire, bon, voilà. Donc je crois que la raison, je crois qu'elle est là. Je vais donner la parole à monsieur, à madame. À monsieur Morin, oui, c'est ça. Alors, je me permets, c'est vrai, de prendre la parole tranquillement, peut-être, sans être coupé sans arrêt. Je voudrais répondre, bien sûr, à monsieur Audy sur la Turquie, mais auparavant, je voudrais répondre sur l'élargissement. Je pense qu'effectivement, l'élargissement, depuis 2004, il s'est accéléré de manière trop importante. Mais il fallait répondre à un contexte géopolitique qui était important, et je crois que les dirigeants européens ont bien fait d'accepter et d'élargir parce que nous avions, c'est vrai, une tentation atlantiste
qui était très forte par les pays qui sortaient d'un autoritarisme très fort. Et après la chute du mur, c'est vrai que les choses se sont accélérées. Aujourd'hui, je voudrais dire que la protection est nécessaire, c'est vrai. Et nous sommes, nous, d'accord pour qu'il y ait une pause, parce qu'il faut transmettre des valeurs aux nouveaux pays entrants. Nous n'avons pas eu le temps. Entre les 6 et les 15 pays formant l'Union européenne, il y a eu une transmission de valeurs européennes. Et j'aimerais dire à M. Monod qu'il ne suffit pas d'être économiste pour être politique. Il faut aussi porter des convictions et porter des valeurs. Et porter des valeurs. Je vais rester. Non, je vais rester. je n'aurais pas dû l'interpeller. Mais je pense que c'est extrêmement important de revenir, c'est vrai, sur cette dimension de valeur. Et nous avons à transmettre aux nouveaux paysans Je reviens sur... nos valeurs, les valeurs qui font que ce projet européen peut évoluer. Il peut évoluer si les conditions lui sont données, sur une dimension budgétaire qui est correcte, sur également une adaptation, c'est vrai, des industries de chaque État vers une dynamique d'industrialisation. Ça a été dit tout à l'heure et moi je partage et nous partageons, c'est vrai, cette dimension parce que c'est l'Union européenne, les États regroupés. On va sortir de cette question. S'il vous plaît, on va sortir de cette question. Et sur la Turquie, je voudrais rajouter un petit mot. S'il vous plaît, non, il y a une heure. S'il vous plaît. M. Audi, que nous avons regardé la candidature de la Turquie, c'est vrai, avec beaucoup d'intérêt, parce que la Turquie est un pays qui se développe, je vous pose une qui a question une derrière, dynamique, s'il vous plaît. mais que Madame ce qui se passe actuellement, ce qui se passe actuellement en Turquie ne nous permet plus de regarder cette candidature avec accord. Nous ne sommes plus... Je reprends. Nous ne sommes plus... Je reprends sur l'économie. La France est un... Madame Gouanec, je suis juste à côté de vous. Dans l'état actuel... Non, il va falloir qu'on passe à... S'il vous plaît, on va passer à Madame Gouanec. S'il vous plaît, Madame Gouanec, je reprends sur l'économie, après je vous donne la parole en réponse. La France est un pays endetté, le président a trouvé la solution, le pacte de responsabilité. Alors, est-ce que ça va marcher? Je vous pose la question et après vous répondez. Le président de la République a proposé, c'est vrai, à la société civile de prendre toute la responsabilité parce que ces 30 années qui viennent de s'écouler, c'est vrai, ont mis tout le pays dans un état d'endettement qui est trop important. Et au lieu de stigmatiser sur la classe politique, il a plutôt fait une proposition à la fois aux classes politiques et à toutes les familles politiques, mais aussi au secteur privé et aux entreprises. Aux impôts pour les particuliers. Et aux entreprises de faire. Alors, sur les impôts, ce sont des efforts qui sont demandés, c'est vrai, à tout un chacun, mais vous avez. Et aux retraités qui ne travaillent plus, mais qui du coup voient leur niveau de retraite. Le nouveau Premier ministre a entendu que la hausse d'impôts ne pouvait plus être supportée par notamment les Français les plus démunis et que cette hausse ne sera pas poursuivie. Mais ce que je voulais dire, c'est que le pacte de responsabilité qu'a proposé le président de la République, c'est un partage des responsabilités, au lieu de stigmatiser, dire c'est l'UMP qui est responsable. C'est oui. Monsieur Montiot. Je voudrais simplement dire deux choses. La première, d'abord, c'est qu'on vient par ce tour de table de rappeler que finalement, c'est la France qui est endettée, c'est pas l'Europe qui endette la France, c'est d'ailleurs la France qui endette. C'est la France qui endette d'ailleurs l'Europe. Je rappelle, puisque mon ami là ici à droite est en train de me couper gentiment la parole, je voudrais juste dire une chose, c'est qu'aujourd'hui c'est pas l'Europe qui pose problème à la France, c'est la France qui pose problème à l'Europe. Je veux simplement, on a parlé de la zone euro il y a un instant, j'ai parlé de la France, c'est-à-dire des pouvoirs politiques français. Alors je voudrais terminer et j'en fais partie, merci. Donc je voudrais simplement rappeler une chose, c'est que alors même qu'aujourd'hui, en 2014, la zone euro va produire plus de 400 milliards d'excédent de sa balance commerciale, c'est-à-dire en exportation, et que l'Allemagne à elle seule est à peu près à 100 milliards d'euros d'exportation. Nous, en France, nous sommes en déficit. C'est-à-dire que nous sommes le seul des 18 pays de la zone euro, 17 pays qui concourent. À quoi sert de dénoncer? Il faut trouver des solutions. La deuxième chose, de dénoncer un gouvernement qui vient de prendre des responsabilités. Je ne vous ai pas interrompu. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a enfin un président de la République qui commence à avoir ce qu'on appelle le principe de réalité. Jusqu'à présent, les socialistes et le président de la République actuelle pensaient que c'était les emplois publics et que c'est en créant des emplois publics que l'on crée la prospérité et l'emploi en France. Je
parle même pas des 35 heures, c'est pire encore. En l'occurrence, la seule chose que l'on sait aujourd'hui, enfin, et que le président de la République commence à comprendre et vient de reconnaître, c'est une conversion, c'est le chemin de Damas, il faut au moins le lui reconnaître, ce sont les entreprises, ce sont les entrepreneurs, y compris les petites PME, les TPE, ceux qui ont 5 emplois, 4 salariés, 2 salariés, 3 salariés, qui créent les vrais emplois. Donc véritablement, la réalité, c'est que le président de la République vient enfin de se convertir en comprenant que l'emploi est créé par les entrepreneurs. Et c'est ce que les autres pays européens avaient compris avant lui. Je vais revenir sur la dette. Alors sur la dette, il faut être bien clair. L'autre matin, j'entendais sur une radio un journaliste, un de vos confrères, qui disait ça fait depuis 1974 que nous avons du déficit public. Alors moi, je veux remettre en cause la légitimité de cette dette parce que depuis 1973, nous n'empruntons plus l'État, qui est l'État, c'est pour le bien de tous. Nous n'empruntons plus auprès d'une banque centrale avec des taux très faibles, mais nous empruntons auprès des banquiers et des marchés financiers avec des taux d'intérêt. Actuellement, c'est en gros 45 à 50 milliards d'euros chaque année d'intérêt d'emprunt. C'est ça qui est le scandale, monsieur. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que nous chargeons des intérêts de dette depuis des années. Et aujourd'hui, laissez-moi finir. Et donc aujourd'hui, quand vous dites nous sommes le seul pays endetté, mais vous rigolez, l'Italie est à tous les pays européens de la zone euro, et en plus, l'euro a accéléré les choses par un effet pervers, parce que quand on a créé l'euro, qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés financiers, les banquiers se sont dit, tiens, on a une zone qui est tout à fait homogène, on va avoir de la solidarité dans tout ça, ça va être merveilleux. Et tous les pays, et même du Sud, se sont mis à emprunter, il n'y avait plus de spread, c'est-à-dire avec les mêmes taux qu'empruntaient les Allemands. Ça a été la course folle à l'argent facile. Comme ça qu'on a créé les bulles en Espagne, sur l'immobilier. La bulle, c'est immobilier. Parce qu'on a prêté, parce que les banques allemandes, entre autres, ont prêté aux Espagnols sans compter. Vous achetez les maisons, vous empruntez toujours. La légitimité de la dette. Ce que je veux dire, non, laissez-moi finir. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, non mais attendez. Vous croyez que les Français sont intéressés par cette question? Bien sûr, c'est Le désamour des Français, c'est ce que vous racontez. C'est fondamental, madame. C'est fondamental, la dette. C'est ça le C'est désamour. fondamental. Aujourd'hui, pourquoi les États européens ne peuvent pas emprunter directement à la Banque Centrale Européenne au taux auquel les banques ont prêté aux États, c'est-à-dire à 0,5 000 milliards d'euros. Pourquoi les États européens n'ont pas pu emprunter à la Banque Centrale Européenne à ce taux-là? Et pourquoi les banques ont reprêté à l'Espagne, à l'Italie à 6%? Monsieur Fauchon, répondez-moi. Juste après, ils sont en retard. Après, je donne la parole. J'aimerais quand même qu'on se recentre un peu sur les enjeux de ce débat. On prépare des élections pour le Parlement européen. Donc, évidemment, la France est un des pays, mais on est là pour proposer des projets au niveau européen. Nous, nous écologistes, on considère que l'économie réelle, l'économie, celle qui crée des emplois, qui procure des revenus aux gens de ce pays et de ce continent, cette économie, aujourd'hui, elle est à bout de souffle. Elle ne peut plus continuer de cette façon-là parce qu'elle repose sur une consommation excessive de matières premières et d'énergie fossile. Et que si on ne réalise pas un grand plan de transition énergétique, on va droit à la catastrophe. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, ce plan de transition énergétique, il coûte relativement cher. Mais il faut avoir 2-3 éléments pour comparer avec ce qui nous coûte, parce que la question énergétique nous coûte aujourd'hui. Les importations de la France en énergie fossile, c'est à peu près 60 milliards d'euros par an. Le gaz ukrainien, à l'échelle européenne, c'est 160 milliards d'euros par an. Bon, on n'est pas sur des petits chiffres, vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure, on est sur des choses qui sont comparables. Donc effectivement, il y a besoin d'investissement pour réaliser une transition énergétique. On peut le faire en activant 2 leviers. Le premier, c'est en considérant que les investissements dans la transition énergétique sont des investissements intéressants, qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise dette et qu'on peut imaginer qu'on sort ces investissements-là, qu'on déconsolide. Alors, pour financer, il faut quand même... on parle de la question des impôts. On parle de la question des impôts, il y a trop d'impôts, etc. Bon, avec une grande diversité fiscale dans ce continent. Avec les règles actuelles et les paradis fiscaux qui sont organisés, enfin qui existent, et la fuite des capitaux qui est organisée, on a à peu près 1 000 milliards d'euros au niveau européen d'évasion fiscale. Si on arrive à en récupérer par an 1 000 milliards d'euros par an d'évasion fiscale, si on arrive à en récupérer une petite partie, voire une bonne partie, on a de quoi se donner du souffle pour financer des politiques européennes. Monsieur Audi, s'il vous plaît, je vous ai donné la parole. Monsieur Audi, après Monsieur Mo. D'abord, un mot sur le programme de réforme, le programme de pacte de stabilité
des socialistes, il n'y a aucune réforme derrière. On est sur un leurre, il n'y a pas de flexibilité du marché du travail. Donc, Pacte de responsabilité. le pacte de responsabilité, c'est un leurre. D'ailleurs, la Commission européenne l'a conseillé. Sur la monnaie, moi je ne veux pas remonter aux assignats et à l'accession d'Hitler. Non, mais c'est pas ça, Oh monsieur. non, Excusez-moi, non, mais moi non plus. Mais Je ne suis pas je raciste, ne veux pas monsieur. remonter, mais ne confiez jamais la monnaie aux politiques. Nous pensons que nous en sortirons par le travail et le génie C'est scientifique, faux, ça. et pas par les grandes manœuvres de dévaluation qui sont des C'est des faux. Tous méthodes les qui le pays font. dévaluent, monsieur. Oui, Tous les la- pays. Laissez terminer. Vous avez la parole. Vous avez monsieur Confortune. Le Japon. Vous avez la parole, monsieur Confortune. Laissez terminer. Il a essayé, plus personne n'a confiance Il en faudrait eux. peut-être savoir de quoi Et vous donc, parlez, monsieur. Non, vous avez la C'est parole. n'importe quoi, La excusez-moi. solidité pour les Les épargnants, relations c'est très compétitives important. américaines. Et l'Allemagne, Vous avez la parole, s'il vous l'Allemagne plaît. est Laissez contre terminer. le Laissez même euro. terminer. L'Allemagne, Monsieur dit. exactement. Monsieur c'est Monod, complètement votre différent. Laissez- statut Laissez- d'économiste Laissez- vous donne pas tous les Laissez- droits. Il y a La mieux zone gouverné, euro, et il y a la pas France est de mal France, gouvernée. Monsieur Voilà. Monod, Ils ont des déficits. c'est bon, monsieur Monod, vous avez la parole. Déficit Ça y est. commercial. Monsieur Moutillot, monsieur Moutillot. Monsieur C'est Monod la a la balance parole. commerciale. Monsieur Monod a la parole. On Écoutez, l'écoute, monsieur. Moi, j'aimerais que nous parlions de la France, parce que tout le monde parle de l'étranger, là, ici, autour de cette table. Non, on parle de La l'Europe, L'Europe. monsieur. La France, Ce elle sont est en- des élections elle est en- européennes. Elle est en déclin. Non, madame, c'est une élection française pour le Parlement européen. Donc c'est une politique française. On doit défendre les intérêts de la France et des Français. Monsieur Hortefeux, l'ami de Sarkozy, qui a fait 760 milliards de dettes à lui tout seul, monsieur. Oula, à lui tout seul. Mais vous avez 2004, conscience de la crise en 2009 qui oui, s'est abattue. Laissez terminer, avant la monsieur. crise, 2004, monsieur Sarkozy était Et on ministre de était content de l'économie en trouver l'État. 2004. Nous étions à Bon, 1080 on milliards. parlera pas de Toulon, hein. Nous sommes à On parlera 1800. pas de Toulon, hein. Et effectivement, et Toulon, c'est le cas. Voilà. Très bien. Donc, la France aujourd'hui, 6 millions de chômeurs, quasi chômeurs et exclus. C'est 2000 milliards d'euros de dettes. Monsieur Confortune l'a très bien dit, il y a environ 1600 milliards d'intérêts cumulés depuis 1974, effectivement. Et plus aucun budget qui a été voté en excédent depuis près de 40 ans. Mais quel est votre Voilà la projet politique. européen, Voilà la monsieur politique. C'est la France, ça. Laissez terminer, monsieur Quel est Monod. votre projet Le européen Le projet européen, madame, Laissez-les terminer, on va rien le comprendre. projet européen, C'est c'est pas la l'Europe. France, madame. C'est la France dans une Europe des patries, une Europe des nations qui coopèrent entre elles, d'accord, entre les 28 pays de l'Union européenne. Nous voulons une Europe des patries qui coopèrent entre elles, comme ça a toujours été le cas avant l'Union européenne. Je vous rappelle le projet du Concorde. L'Union européenne n'existait pas, il n'y avait pas l'euro. Monsieur, c'est exactement ce qui se passe. Je vous rappelle que la structure de l'Union européenne, ce sont les États-nations. Il a été passé, Des accords bilatéraux. Donc vous êtes en train de prouver exactement ce que je suis en train de dire. Donc le Concorde, l'Ariane aérospatiale, tous les grands projets européens se sont faits avant l'Union européenne. D'accord. Mais pas du tout. n'avez jamais eu Mais l'air enfin, russe pas sans du l'Union tout. européenne. Mais L'Union vraiment, européenne n'existait pas, monsieur. Depuis Depuis que pas du tout. sa parole, s'il vous plaît. Avant l'Union monétaire. Laissez terminer, monsieur Monod, après je passe. C'est pas du tout pareil. Depuis que la France est rentrée C'est pas du dans tout pareil. l'euro, c'est-à-dire en 2002, nous étions en excédent jusqu'en 2001, nous sommes passés en déficit depuis 2002. En excédent de quoi? En excédent. C'est la droite qui est revenue au pouvoir. Oui, c'est vrai. oui. Voilà. Jusqu'en 2003, Monsieur 2003, nous étions excédentaires. Vous faites le même C'est- modèle non, pas économique, monsieur. ultralibéral, mondialiste, Pas du depuis tout. plus de 30 ans, madame. Pas du Vous tout. Je voudrais revenir. signez tous les traités main dans la main. À chaque Exactement. traité, nous Terminé, sommes monsieur. Exactement. Terminé, À monsieur Monod. 90%, tous les Et grands dans la- sujets Terminé, monsieur Monod. Et dans la zone euro, il y a 17 Non, pays mais qui sont en laissez excédent terminer, commercial, monsieur sauf la Monod. France. Monsieur Il faut Monod. De l'autre côté, ils ont une Monsieur dette Confortune, sale, il y laissez-le a des terminer, gens on va rien comprendre. Elle n'est pas à Progressistes l'initiative de la loi. font avancer les Elle n'est traités. pas à monsieur. l'initiative de la Laissez-le loi. terminer. Rien. Vous parlez en Et même le temps. prochain traité, Ils sont jamais présents. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. s'il vous Voilà. plaît, la démocratie, c'est laisser parler. C'est ce qu'on veut. Donc, Terminez, s'il vous plaît, le dernier monsieur. traité transatlantique est une infamie qui est en train de se présenter, qui va être voté par toutes les Ah non, parce que justement, non, ça tombe mal parce qu'on est con pour l'instant. Bon, bah, très bien. Nous n'avons pas besoin d'un accord C'est d'échange une avec les infamie États-Unis. pour l'agriculture et le secteur public français. Il faut le dire aux Français. Aujourd'hui, il y a les négociations. Les négociations sont menées de manière secrète entre Bruxelles et Washington. Et c'est une infamie. C'est la fin de l'agriculture française. C'est la fin du service public en France. Je vous le dis, je prends le pari solennel devant vous. Alors, Monsieur Si- Monod, question, bien c'est sûr, la vous question. savez, quand je Question, parle, je parlais du grand marché transatlantique. Quand je suis devant une assemblée de personnes, je leur demande, connaissez-vous Monsieur Karel de Gucht et Ignacio Garcia Bercero? Et là, non, attention. Mais bien sûr, deux commissaires obscurs qui ont reçu un mandat.
qui ne sont pas ni élus, ni rien du tout, Eh et ben qui voilà. vont négocier On est d'accord. le plus grand marché, Il faut le plus- plus il grand faut marché, plus d'Europe le plus grand démocratique. marché. Voilà, négocié on est avec- d'accord. Voilà. Il faut plus de Ah, c'est démocratie. catastrophique. Il faut C'est plus de catastrophique. démocratie. J'aurais envie de vous dire, monsieur Montier, Martin Schulz, notre candidat, demande plus de transparence pour ce on avance, mandat. monsieur Montier. Et ce mandat S'il vous peut plaît, être madame négocié de manière Madame extrêmement Madame ferme par l'Union Vous européenne. savez, madame, qu'il y a eu 500 Surtout par les progressistes Monsieur et les Confortu, on socialistes. va rien, monsieur Confortu, C'est un peu monsieur difficile. Montier, est-ce que, attends, vous venez de parler s'il vous plaît, est-ce que la France est assistée par l'Europe, est-ce qu'on est mis sous tutelle? Mais alors, attendez, deux choses. La première, d'abord, excusez-moi, la France sous tutelle, ça va faire rire tout On le a monde. l'impression qu'on Ça, dépend de parce que- l'Europe. mais Non, non, les mais agriculteurs attendez, dépendent de l'Europe. J'aimerais, Allez-y. s'il y avait la possibilité de s'exprimer à peu près normalement, ce serait sympathique. La première chose d'abord, je le rappelle, je le dis, et j'insiste, c'est qu'aujourd'hui, la France est malade de ses problèmes intérieurs. Quand vous parliez tout à l'heure, vous disiez que ça fait 40 ans ou 30 ans que la France est endettée et que la France connaît effectivement ce déficit, c'est dû à la France. Deuxièmement, Laissez-le oui, terminer, non, mais à la laissez-le France, terminer. bien sûr, Vous vous allez avez avoir la raison, parole. vous avez Bien sûr. raison, bien sûr, aux politiques français, parfait, et donc très Laissez-le bien, très terminer. bien, et donc pas l'Europe, on se rejoint, c'est parfait, sauf que vous dites exactement le contraire à longueur d'antenne. La deuxième chose, on a dit autour de cette table, il y a pendant un bon moment, que les problèmes également de déficit commercial, tout cela était dû à l'euro fort. Je rappelle que dans la zone euro, sur les 28 pays européens, il y en a 18 qui sont dans la zone euro. Sur ces 18 pays européens, il y en a 17 qui sont en excédent commercial. Un seul, la France, qui est en déficit. Les problèmes ne sont pas dus à l'Europe, ils sont dus aux politiques gouvernementales qui ont été mises et à la lâcheté des politiques en France, y compris à la politique que nous payons aujourd'hui des 35 heures, qui font la perte de compétitivité. N'oubliez pas ce que disait M. Schröder en Allemagne. Quand il y a eu les 35 heures, il a dit c'est une très bonne mesure, c'est une très bonne nouvelle pour l'Allemagne. Alors, Et dernier s'il vous point, plaît. je rejoins Monsieur Monsieur il y a un instant. Monsieur Nous Monod. souffrons d'une chose, c'est pas d'une tutelle. Après, madame C'est Goulet. des déficits démocratiques en Europe. Monsieur Confortu, Vous me faites le plus grand honneur. L'UDI est là depuis 40 ans, je suis moi depuis 50 ans, j'ai tout compris. Et vous êtes intelligent, moi je suis stupide. Alors, je vais vous dire, Monsieur Montier, je vais terminé. terminer. Bien. J'ai compris que vous avez été formaté pour couper la parole des autres. Bon, Mais maintenant, il y monsieur a Montier, la vous avez la gentillesse. parole, monsieur C'est Montier. bien de laisser tout Vous le avez la monde parole. s'exprimer. Donc moi je dis que nous souffrons, et c'est une des raisons pour lesquelles justement c'est clair. il y a le désamour et la désaffection des Français, parce que nous souffrons d'un déficit de démocratie. Nous voulons effectivement qu'il y ait un président de l'Union européenne au suffrage universel et que les citoyens le soient. Nous voulons qu'il y ait une initiative législative au niveau du Parlement européen. C'est le minimum que l'on puisse demander. Il y a un déficit. Il n'est pas admissible que ce soit des commissaires européens qui décident de tout. alors, Et quand on pense à Mme Ashton, qui est totalement aphone C'est, sur la problème c'est une hérésie. non, c'est Monsieur pas un Montier, raccourci. c'est fini. Avant de passer aux solutions, Non, c'est pas un raccourci. Avant de passer aux solutions, Madame Goulet, Monsieur Monod, Vous savez, madame, s'il vous plaît, avant de passer aux solutions, il y a un bon élève en Europe, c'est l'Allemagne. Qu'est-ce qui nous empêche de nous calquer sur le modèle européen? Vous êtes au pouvoir. Mais il n'y a pas de modèle exemplaire Ça marche en en Europe. Allemagne. Ça marche. sont Mais bien vous mieux voyez que- bien que Les salaires, on les connaissait en Allemagne. oui, voilà, j'allais avancer cette question des salaires. Caissière au supermarché. Et heureusement, la C'est le coalition qui s'est mise en place avec Angela Merkel et notamment son leader Martin Schulz a permis que l'Allemagne accepte d'entrer dans la mise en place d'un salaire minimum en Allemagne, et ça va changer beaucoup de choses parce qu'effectivement le talon d'Achille de l'Allemagne, c'est que aujourd'hui les salaires ne sont pas assurés, et il y a des salaires qui sont vraiment des salaires extrêmement faibles pour une industrie, une économie qui marche bien. Donc il n'y a pas de modèle vraiment fiable en Europe. Il y a par contre un projet qui va permettre à tout un chacun d'harmoniser et la fiscalité et les salaires aussi. Et c'est ce que nous... Après, monsieur Faucheux. Alors, après, monsieur Faucheux. Martin Schulz, notre tête de liste, parce que nous sommes dans une élection européenne, je le rappelle, et que nous sommes le seul parti d'ailleurs qui est représenté dans les 28 États européens, ce qui veut dire que nous avons construit un projet qui concerne tous les États,
Martin Schulz, qui est allemand lui-même, dénonce aussi les faiblesses de l'économie allemande. Donc il y a, c'est vrai, à trouver un réajustement, une harmonisation qui fait qu'on prend ce qu'il y a de mieux dans chaque État. Alors, si ça ne marche pas. Mais on va bien sûr, poursuivre. Vous avez parlé de salaire, mais pour toucher un salaire, il faut avoir un emploi. Solution Europe Écologie. Alors, bon, d'abord, je voudrais juste rebondir un peu sur ce que dit Karim Lohen. Et qu'on avance après, parce que là, on est déjà à 40 On minutes. va aller rapidement, mais bon, nous aussi, on est structuré au niveau européen. Le projet qu'on présente devant les électeurs, c'est un projet qui a été élaboré sur le plan européen. C'est pas des Quelle solution pour l'emploi, monsieur Faucheux? Alors, pour nous, d'abord, la première étape vraiment importante, c'est de réaliser un grand plan de transition écologique, transition énergétique. J'en ai déjà parlé. dit, voilà. Je ne vais pas continuer là-dessus. Deuxième priorité, construire l'Europe sociale, parce que le marché commun, avec des disparités de revenus de 1 à 12, tel qu'on l'a aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner. Évidemment, tout est tiré vers le bas, c'est la concurrence, la compétition, la délocalisation, et ça, c'est la seule solution qu'on puisse mettre en œuvre au niveau européen, c'est de faire converger les salaires et de faire converger les niveaux de protection sociale. Si on ne fait pas ça, on est dans un marché commun qui détruit l'emploi, plus qu'il veut le créer, qui est déloyal. Là, on est d'accord. Qui favorise la concurrence. Monsieur, votre solution pour l'emploi? Eh bien, il faut travailler davantage. La France est mal gouvernée. Travailler plus? La France est mal gouvernée. Je l'ai pas dit. La France est mal gouvernée, trop de dépenses publiques, mais pas que les 35 heures, c'est l'entrée en production et la retraite. Il n'y a aucune réforme de structure. Dès lors que vous travaillez pas suffisamment, trop de dépenses publiques, tout ça est dans les prix de revient et nous ne sommes donc pas compétitifs. Les États qui sont bien gouvernés, eux, eh bien, ont de la croissance. Donc il faut travailler. Nous pensons que nous en sortirons par le travail et par le génie scientifique. Un mot sur l'écologie. J'attire l'attention sur les extraordinaires, le danger des propositions des Verts. Parce que tout ça, il faut les mettre dans les prix de revient. Nous avons le plan énergie-climat qui a été négocié par Nicolas Sarkozy fin 2008. Nous sommes en train de négocier le prochain plan énergie-climat pour 2050. Nous sommes pour un objectif contraignant. Les Verts pour 3, UDI Modem pour 3. Attention, quand il va falloir mettre tout ça dans les prix de revient, il y a la conférence de Paris en 2015. Ces élections européennes sont très importantes sur la construction de la parole écologique de l'Union européenne. Et attention de ne pas mettre des normes environnementales dans les productions agricoles et industrielles tant qu'il n'y a pas un accord mondial. L'enjeu, c'est un petit peu quand même d'essayer de régler la question du changement climatique. Vous avez la parole, monsieur. S'il vous plaît. Je voudrais revenir sur l'Allemagne. Effectivement, l'Allemagne a des... Alors, tous, nous avons des atouts et nous avons des faiblesses. Ça, c'est une certitude. Alors, l'Allemagne, elle a un atout. Elle est installée sur un marché où elle est du haut de gamme. Elle fait beaucoup de machines-outils dont beaucoup de pays, dont la Chine, ont besoin. Comment ils arrivent à avoir cette compétitivité? Souvent, vous avez des pièces qui sont fabriquées dans l'Europe de l'Est, c'est-à-dire qu'elle utilise la main-d'œuvre à bas coût, elle assemble et elle vend. Et madame, les Allemands ont un gros problème. Les Allemands, ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas renouvelé leur génération. Donc, madame Merkel, son souhait, c'est quoi? C'est de ramener un maximum de dividendes en Allemagne, parce que les Allemands vont avoir un énorme problème à court et moyen terme, c'est de payer leur retraite. Nous n'avons pas la même problématique, parce qu'aujourd'hui, nous renouvelons quasiment nos générations. Ce qui veut dire que nous avons un problème de chômage, de masse, parce qu'avec le système par répartition, si demain nous retrouvons une compétitivité économique et des emplois, nous paierons la retraite de nos anciens. Donc en fait, ce que je veux dire par là même, c'est que ça va être très difficile de faire quelque chose aujourd'hui, d'avoir un dialogue qui soit constructif avec les Allemands, parce que nous avons des problématiques qui sont très très différentes. Et en fait, c'est là où je rejoins, et c'est là dont on parlera après de notre projet, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il faudrait faire revenir... Je pense qu'on va dans... C'est une voie sans issue. Donc à un moment, il faut savoir un petit peu bifurquer, parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne telle qu'elle est construite aujourd'hui, vous avez vu, monsieur l'a dit aussi, c'est pas transparent au niveau démocratique, etc. Donc il faut faire à un moment donné une bifurcation. Alors nous avons une proposition, monsieur a une proposition, mais une proposition, c'est de revenir simplement à une confédération d'États européens, revenir à des prérogatives nationales et coopérer. Nous sommes profondément européens. Moi, sur ma liste, ma numéro 2 est belge. Donc, vous voyez, en tout cas, à Debout la République, moi, je me sens profondément européen. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut se poser la question euro-réaliste, c'est-à-dire revenir à une confédération d'États-nations. On va reprendre certaines de nos prérogatives, on retrouvera de la démocratie au moins au sein de notre pays, et ensuite on crée des agences pour travailler sur des grands projets communs. Et quand nous aurons retrouvé la prospérité économique, mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, s'ils ont envie d'aller vers le fédéralisme, ça sera un problème. Aujourd'hui, je crois. Concluez, s'il vous plaît, monsieur Conforti. Il est trop tôt. Voilà. Comment réindustrialiser nos villes, monsieur?
Par le financement et en ayant une politique monétaire et de change nationale, donc qui permet de refinancer l'industrie, notamment éviter de laisser filer Alstom comme font tous les partis autour de cette table. On travaille 100% français. On a le choix. Est-ce qu'on travaille 100% français? On a le choix entre les États-Unis ou l'Allemagne. Voilà. Le grand dessein des Français, c'est de voir à l'étranger. Eh bien non, la France a des atouts gigantesques. Elle est dirigée par des nains depuis une bonne trentaine d'années. Et aujourd'hui, le chômage est exorbitant. Et il est dû notamment à une monnaie forte, une monnaie chère, l'euro cher. Et nous voulons une monnaie, le retour au nouveau franc qui permettra la prospérité et le plein emploi sous un quinquennat. Voilà la réalité. Et donc, moi, je voudrais aussi qu'on parle du traité transatlantique, qui est un sujet extrêmement grave pour l'avenir des Français, de la France, de l'agriculture et du secteur public, le recul de l'État. Et donc, ça, c'est un abaissement de la France. Elle va se mettre dans le sillage des États-Unis. Et ce grand marché qu'on nous veut nous vendre, comme ça a été le cas à Maastricht, on nous proposait la prospérité, le plein emploi. Aujourd'hui, c'est 26 millions de chômeurs aujourd'hui en Union européenne. Voilà, c'est l'inverse des promesses que Monsieur Moutillon, à l'époque de Maastricht et de Lisbonne. Monsieur Moutillon, tour de table, vos solutions, vos priorités pour l'élection. Sur l'emploi, sur la croissance économique, c'est effectivement très important. L'exemple d'ailleurs d'Alstom est à ce point-là totalement révélateur. Ce qu'il nous faut, c'est une véritable industrie européenne. Quand on parle d'Alstom, ce n'est pas par rapport à General Electric, c'est avec justement Siemens et d'autres grandes industries, grosses entreprises européennes, et bien naturellement, que l'on peut construire un véritable empire industriel européen. Mais il faut le faire également dans le domaine, non pas d'ailleurs de la transition énergétique, j'insiste, de l'indépendance énergétique, y compris pour une raison... 9 minutes, il faut qu'on fasse le tour de table. Vos priorités. Y compris pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que le coût de production de l'industrie, il est directement impacté par le coût de l'énergie. Les Américains l'ont parfaitement compris. Dans un an, ils seront totalement indépendants et autosuffisants sur le plan énergétique. Rapidement, solution du minute. Il reste 9 minutes, s'il vous plaît. Les investissements sur les grandes infrastructures, notamment infrastructures de transport, pas uniquement routes, voies ferrées, mais également sur les autoroutes de la communication. Il faut que nous soyons, nous, sur le plan européen, en capacité de mettre en place notre génie informatique. C'est absolument indispensable. Et c'est ça que nous attendons pour l'Europe de l'avenir. On arrive au bout, monsieur Faucheux, votre solution, priorité? Bon, rapidement, la transition énergétique, j'en ai parlé, effectivement, c'est pas la même chose que l'indépendance énergétique, mais bon, il y a différents partis qui n'ont pas le même projet, hein, c'est clair. Nous, on est pour une transition vers des énergies renouvelables et pas vers le nucléaire et les gaz de schiste. 8 minutes pour moi. Oui, alors. Allez, terminez vite. Faut pas rêver, c'est pas l'émission, faut pas rêver. Bon, donc transition énergétique, la convergence des politiques sociales, j'en ai parlé. Convergence des politiques de fiscalité et lutte contre les paradis fiscaux pour redonner du souffle budgétaire. Réparer l'euro pour qu'il ait des critères sociaux, fiscaux et pas seulement des critères budgétaires. Il est clairement cassé. Il faut un pilotage politique et pas seulement administratif et budgétaire. Non, laissez-le. On n'a plus le temps. Et puis, il faut clairement un autre modèle de mondialisation. Nous, on est pour la mise en place d'une écotaxe aux frontières de l'Union européenne. On parlait du tout. Taxe carbone. Terminez, monsieur Faucheux, s'il vous plaît. Et on est aussi pour que le TAFTA... là, Mais terminez. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit, parce que vous n'avez pas regardé ce que nous Monsieur, parlons. Vous n'avez pas regardé ce que les écologistes ont fait au Parlement européen. Nous sommes opposés à TAFTA, et il ne faut pas raconter n'importe quoi. Nous avons voté un amendement qui conditionnait le mandat de négociation à des conditions. Donc, merci, monsieur Faucheux, monsieur Audi. Dans les 10 États les plus puissants du monde, il y a l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. Dans les prochaines années, tous les 10 ans, il en sera un. En 2050, il y en a 0. Beaucoup de grands sujets qui touchent au quotidien de nos concitoyens sont traités à l'échelle du monde. Sur tous ces sujets, l'énergie, l'agriculture, le commerce, l'accès à l'eau, la pêche, etc., nous devons nous organiser, nous Européens, pour avoir des réponses européennes. Votre solution? L'UMP, la solution, c'est de voter le 25 mai pour les listes conduites par Brice Hortefeux. C'est gentil, si vous voulez dire pareil. Monsieur Conforte, Monsieur Hortefeux, vous auriez pu le dire. Je crois raisonnablement qu'aujourd'hui, si vous voulez, moi, ce que je vois derrière cette Union européenne, c'est malheureusement, aujourd'hui, on est derrière une pensée unique qui est le néolibéralisme. C'est-à-dire qu'on est dans les excès du capitalisme libéral. Moi, je suis libéral, si vous voulez. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est réguler. Et aujourd'hui, il faut un État
qui soit capable de réguler. C'est l'Europe. Et aujourd'hui, Laissez-le- le problème aujourd'hui, monsieur, c'est que c'est trop tôt. Laissez-le terminer, on n'a plus le temps. Aujourd'hui, on est Fini le débat. obligé que chaque État joue ce rôle régulateur, parce qu'aujourd'hui, messieurs, dames, ce n'est pas mûr. Et je vais vous dire un jour, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'une confédération d'États-nations qui vont travailler, retrouver la prospérité économique, pourrait peut-être un jour faire que nos enfants, petits-enfants. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'on retrouve l'État régulateur. Parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire, parce qu'il procède du peuple. Votre dernier mot, Madame Glanek, après on termine avec vous, Monsieur Monod. Il nous faut une gouvernance économique et politique pour l'Union européenne, c'est absolument urgent. Avant de faire des propositions sur la manière dont les États doivent se comporter à l'intérieur de l'Union européenne, il faut que nous réfléchissions vraiment à, et c'est notre proposition, à une gouvernance, et peut-être une gouvernance d'ailleurs qui soit limitée dans un premier temps aux pays qui ont adhéré à l'euro, parce que c'est important. Après l'union monétaire et l'union économique, il faut passer maintenant à un traité social. Et dans le traité social, il y a l'urgence de mettre en place une gouvernance politique pour l'Union européenne, pour qu'il y ait plus de démocratie. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Encore que les électeurs doivent savoir que quand ils vont mettre leur bulletin dans l'urne le 25 mai, ils vont le mettre, bien sûr, pour désigner les parlementaires au Parlement européen, mais ils vont aussi mettre le bulletin dans l'urne pour désigner la famille politique qui va être en tête de cette élection et qui va pouvoir proposer un président de la Commission européenne. C'est extrêmement important. C'est un élément du traité de Lisbonne qui apporte un peu plus de démocratie à ce vote. Et pour contrer, juste pour terminer, pour contrer, c'est vrai, les personnes qui pourraient être effrayées par le traité d'échange commercial avec les États-Unis, je dois dire que les meilleurs garants pour faire en sorte que l'Union européenne garde ses valeurs, mette toutes les conditions pour faire en sorte que nous ne perdions pas nos valeurs face aux États-Unis, c'est bien de voter le 25 mai pour les socialistes et pour les progressistes et pour Martin Schulz et pour la liste Jean-Paul Denando. Le hasard veut que ce soit vous qui ayez le dernier mot. Je constate qu'on a parlé que de l'étranger, qu'on n'a pas parlé de la France et des problèmes des Français. Alors, c'est le mot de conclusion. C'est le mot de conclusion. Le débat est fini. Pourquoi il faut voter pour le Front National? Parce que nous sommes les seuls à défendre les intérêts vitaux de la France, c'est-à-dire la souveraineté nationale, la souveraineté monétaire, la souveraineté territoriale, le social, car le Front National aujourd'hui est le seul à avoir un programme social dans l'intérêt des Français. Rétablir la prospérité et rétablir le plein emploi pour les Français d'abord. Parce qu'aujourd'hui, on est en concurrence avec les 27 autres pays de l'Union européenne. Et aujourd'hui, on ne parle que de l'Union européenne. Bruxelles, nous sommes contre l'Union européenne de Bruxelles. Nous sommes pour l'Europe des patries, l'Europe des nations qui coopèrent entre elles. Et donc, d'abord, il faut commencer par la France. Et je constate, pour répondre à la plupart, que les grandes puissances économiques mondiales ont toutes leurs frontières, ont toutes leurs monnaies et ont toutes leur banque centrale européenne. Leur banque centrale, que ce soit la Réserve fédérale américaine, que ce soit la Grande-Bretagne, la Chine, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir fait les déplacements depuis Chartres pour ces échanges très constructifs. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la suivez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous. Merci.